Et voilà, nous sommes toujours à Freiburg et l'Assemblée générale de Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la défense et la démocratie. Là, j'ai continué. Entre-temps, vous qui n'avez pas eu l'occasion de nous suivre encore en direct sur Facebook TV et Radio Community, nous sommes encore toujours avec vous. Là, je vais continuer jusqu'à 2 donc. Sont présents plusieurs responsables d'associations et mouvements de la diaspora togolaise. Des femmes combattantes qui sont également engagées, elles sont dans la salle, les doyens sont là, et le tout premier thème, avant il y avait un rapport d'activité de Koni Togo, plein de travail, qui reste encore amené, puisque la diaspora togolaise est posée nous. Alors, le premier thème, mené par le doyen Senghor Akuta, c'est ce qui est venu à présenter la diaspora togolaise, Kofi Nyadazon, qui fait partie aussi de la jeunesse dynamique de cette diaspora, et même le rappel Bandi Agaré, qui est tout fraîchement quand même de la diaspora, mais longtemps resté alloué du côté du Fonds citoyen Togo. Et ce thème, justement, comment dévouer la crise politique togolaise et parvenir à la défense démocratique, je pense que ce thème interpelle beaucoup de Togolais. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici rassemblés. Quelle solution nos co-débatteurs vont nous entretenir sur ce thème. Merci de nous suivre sur Facebook TV et Radio Community. Et là, je continue. Restez en résistance avec nous. Merci. Donc, bonsoir, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors, le thème de cette conférence s'intitule Comment dénouer la crise togolaise et parvenir à l'alternance démocratique. Donc, nous avons 2 volets. Le premier volet, comment dénouer la crise politique togolaise, et secondo, comment parvenir à une alternance démocratique. Alors, à ma gauche, le doyen prendra en premier la parole pour pouvoir nous exposer en 15 minutes ce qu'il a bien voulu préparer. Puis ensuite, l'être Agaré fera également le même exercice dans le même temps, c'est-à-dire pour une durée également de 15 minutes. Donc, j'assurerai la modération et sans plus tarder, je vais donc donner le micro au doyen de sorte qu'il puisse débuter son exposé. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le secrétaire général ou coordinateur général de Koni Togo, Raymond Aïdi, qui m'a fait l'estime honneur de m'inviter à cette assemblée générale. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas membre de Koni Togo, mais je me réjouis aussi que je connais un certain nombre de compatriotes membres de Koni Togo que nous nous sommes rencontrés à plusieurs réunions de Togolais en France, en Allemagne, en Belgique, et donc nous nous connaissons. Cependant, je vous réitère mes remerciements. Je voudrais vous dire que je n'ai pas, à mon niveau, posé la problématique telle que vous l'avez fait en termes de comment réaliser ou dénouer la crise togolaise et parvenir à l'alternance.
il me semble que depuis des années, nous avons fait cela. Je vais parler franchement, au risque peut-être de susciter des malentendus, des incompréhensions et même un débat. La direction sud-vers, Alfred Döblin C'est Platz, faire précisément demi-tour à cela Alfred que je Döblin souhaite. Platz. Le débat dit. Je vous raconte un peu comment je suis arrivé ici. Je suis parti de chez moi ce matin à 4h45 parce que les feuilles que je devais prendre partirait de Munich à 5h21. C'est pas pour exposer ma personne et tout le sacrifice que j'aurais fait. Mais c'est tout simplement pour vous dire que ce genre d'exercice, beaucoup d'entre nous l'ont fait depuis bien des années. J'ai retrouvé, comme je l'avais déjà dit, ici des gens avec qui on s'est retrouvé dans beaucoup de réunions. Mais, hélas aussi, beaucoup de ces gens avec qui on s'est réunis, on s'était réunis, eh bien, ils ont été déçus, ils ont été découragés et ils ont abandonné la lutte. Alors ça, à mon avis, devait nous faire réfléchir. Pourquoi nous avons fait tant de déplacements, tant de réunions, tant de luttes, tant de manifestations pour en être là où nous sommes aujourd'hui. Je suppose que normalement, une assemblée générale de Petit Togo devait réunir au moins la petite centaine. Et tout à l'heure, j'ai écouté le trésorier dire que sa camarade qui l'a précédé à ce poste a été obligé de démissionner. Combien serons-vous, ou bien combien serez-vous dans 2 ans, dans 5 ans, si la situation est toujours celle qu'elle est, ou celle qu'elle était? Tout à l'heure, dans mon jeune frère, Alhaji, madame, est venu m'accueillir, et je lui ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui se tient encore. Parce que c'est dans les premières heures que je l'ai vu dans la lutte. Bon, alors, je pose, moi, la question autrement. Sous un titre un peu différent de celui que vous avez choisi. Interrogation sur
l'alternance au Togo. Pour moi, il s'agit plutôt d'interrogation que de dire nous sommes ici pour réfléchir à la manière de dénouer la crise togolaise. Nous sommes ici pour arriver à faire des propositions pour l'alternance au Togo. Je ne me sens pas en mesure, je ne me sens pas capable de faire une telle proposition ou une telle série de propositions. Maintenant, vous l'avez, mais au diable, beaucoup l'avaient dévastimé à si tu veux arracher un chapeau à quelqu'un, j'ai préféré le mot arracher. Et je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. Regarde bien, observe bien sa tête. Et sois sûr que ce chapeau que tu veux arracher, c'est celui que tu veux. C'est celui qui correspond à ta vision du chapeau. C'est celui qui a les dimensions, les couleurs, celui qui est fait dans les matériaux que tu souhaites pour ce chapeau. Et sois sûr d'abord que c'est ce chapeau-là que tu veux. Je ne voudrais pas ressasser le passé, mais j'aime bien partir de faits et j'aime aussi m'amuser avec les métaphores. Je faisais ma 5e dans un village de Cloto qui s'appelle Pélé. Et un 12 janvier 1963, je suis parti de ce village de manière à pouvoir prendre le premier train de Palimé à Lomé, le 13 janvier. Donc, j'ai passé la nuit à Palimé et le lendemain matin, très tôt, j'ai pris le train et nous venions tranquillement à Lomé. Lorsque, arrivé à Kébé, le mécanicien du train a reçu l'ordre d'arrêter le voyage. Alors, d'où venait ce ordre-là? Qui pouvait arrêter un train régulier dans son voyage? Et donc, on était resté quelques minutes, des minutes. Et puis après, on a eu l'idée de sortir du train. On a eu l'idée de se mêler à la population des vendeurs de nourriture. Et tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Parce que ce train, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce voyage. Et subitement, ouais, à quoi le moment? Il y a une guerre, il faut qu'il y ait deux forces en présence.
Alors, des gens spéculaient. Les gens disaient que, oui, c'est l'armée ghanéenne qui avait envahi le Togo à cause du problème de l'ancien Togo britannique que le gouvernement Ghana, le gouvernement ghanéen de Kwame Nkrumah avait annexé. Et bon, excusez-moi aussi de dire que, comme diraient les conteurs de chez nous, dans les maisons mortuaires, j'étais témoin, et nous aussi, nous avons manifesté pour que le Togo anciennement britannique soit rattaché à la République togolaise que dirigeait Ivan Soulouki. Alors, les voyageurs, aussi bien que les paysans, les télés, les bonnes femmes, vendeuses de nourriture, etc., ayant appris que la guerre est déclarée à Lomé, tout se disait au il y avait donc des gens, des paysans, des voyageurs qui étaient commerçants, des femmes, des jeunes, des enfants, prêts à en découdre avec toute armée d'envahisseurs. Lorsque les gens ont appris que la guerre était déclarée à l'ONU. On en était là, et puis, nouvel ordre, le train peut repartir. Et c'est seulement lorsque nous sommes rentrés dans le train que les gens ont trouvé le bouton de leur radio et ils ont appris ce qui se passait. En réalité, ce n'était pas une armée ghanéenne qui avait envahi le Togo, mais c'était bien des hommes togolais qui ont fait un coup d'État au président élu des Togolais et qui ont assassiné le président élu des Togolais. Je voudrais revenir sur la guerre. Et je voudrais vous poser la question de savoir si cette guerre-là est terminée. Parce qu'en fait, pour moi, il s'agit d'une guerre déclarée par une poignée de Togolais contre le peuple togolais. Parce que celui qu'ils venaient de tuer, celui dont ils venaient de verser le sang, c'était l'homme que les Togolais avaient démocratiquement élu. Et je pose la question en la ramenant à l'actualité. Tout à l'heure, j'ai posé avec un de nos camarades qui s'est présenté comme membre du gouvernement en exil. Est-ce que le même scénario ne s'est pas reproduit au Togo? Que des gens qui sont élus par le peuple togolais ne peuvent pas jouir de cette élection-là. Et alors la grande question pour moi est de savoir
Est-ce que toutes les réunions, toutes les manifestations, toutes les déclarations, est-ce que même les soulèvements que nous avons fait ou que nous avons pu faire jusqu'ici ont changé cette situation de guerre de la poignée du Togolais qui est prête à tous les moyens à conserver le pouvoir conquis ce jour du 13 janvier 1963. Ça, c'est, à mon avis, une des questions à laquelle nous devons réfléchir. Et si nous réfléchissons à cette question, et si nous sommes conscients, tous, tant que nous sommes, que, au fond, c'est là le grand problème, le gros problème du peuple togolais. Je pense que prochainement nous serons beaucoup plus nombreux. Soit dans le Togo, soit dans autre chose. Mais notre mouvement n'irait pas en se dispersant, en s'émitant, en se réduisant, en s'affaiblissant, alors que l'autre force qui a toutes les forces, qui a pris toutes les forces, la force militaire, la force d'argent, la force des relations, et qui plus est soutenue. Parce que concernant cet événement du 13 janvier, il n'est un secret pour personne que des Français, non pas des individus français qui peuvent être nos amis, qui sont nos amis, qui sont mes amis, qui sont vos amis, mais des personnalités françaises étaient sur le champ de bataille ce jour-là, et que ces gens-là sont restés sur le champ de bataille jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi ils sont restés sur les champs de bataille? J'ai dit que pour faire la guerre, il faut deux forces en présence. Il y a une force qui est contre la force des braves gens de Québec, qui ce jour-là étaient prêts à en découdre au cas où ce serait une armée étrangère qui venait assassiner, tuer. Tout à l'heure, vous avez eu le débat sur les terroristes qui viennent des pays des Méditerranéens et qui assassinent nos compatriotes. Mais contre qui voulez-vous que nos compatriotes s'arment ne serait-ce que d'armes blanches ou s'arment de Kalachnikov pour en découdre? Quand en même temps, dans le même pays, nous avons des Togolais qui, pour leurs intérêts sophistes, égoïstes, ouvertement nous livrent la guerre. Et ça, je me dis, rien de nouveau, à part ce que nous connaissons. Alors, tout ça baigne dans ce que
moi j'appellerais la diversion. On nous dira, on a autorisé la création des partis politiques. Tout à l'heure, dans la salle, quelqu'un a dit, nos partis politiques d'opposition, bon, moi je ne suis pas venu pour les critiquer. Mais voilà où ils sont. On a eu au Togo une commission vérité, justice et réconciliation. Est-ce que les résultats des travaux de cette commission ont été appliqués? Est-ce que les partis politiques constitués depuis 1990, est-ce que ces partis ont ne serait-ce qu'un tout petit espoir, à votre avis, sincèrement parlant, de parvenir un jour au pouvoir pour faire l'alternance? Jésus a dit à une femme samaritaine, vous parlez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous parlons de ce que nous connaissons? Je dirais oui. Nous parlons tous de ce que nous connaissons. Mais il ne faut pas que ce que nous croyons connaître et ce dont nous parlons, cela même devienne un piège pour nous, pour que nous en parlions toujours, sans que le pouvoir héréditaire dynastique des Gnassingbé change au Togo, sans que la France, qui a aidé la poignée du Togolais à combattre le Togo, à combattre contre le peuple togolais, sans que cette France-là soit toujours à côté du pouvoir pour le soutenir. Je dirais même que la conférence nationale, en apparence, ça nous a fait chanter cette nuit, nous tous. J'étais dans la foule qui a chanté cette nuit quand Eyadema avait signé le décret autorisant l'organisation de cette conférence. La question est de savoir où nous en sommes. Qu'est-ce que nous en avons fait? Il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. 2 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps à parler. Mais je dirais que nous devons, non seulement en tant que Togo, non seulement en tant que parti d'opposition, non seulement en tant que Togolais, nous devons parvenir à une nouvelle conscience. Sinon, nous restons dans ce que, au théâtre, on appelle les décors du trompe-l'œil. Alors, est-ce que nous allons rester dans le décor de trompe-l'œil? Si c'est dans le décor du trompe-l'œil que nous restons, il me paraît inutile de dire que nous voulons résoudre la crise togolaise, de dire que nous voulons
parvenir à l'alternance. J'espère que nous allons avoir un débat propre. Je rappelle historique, puisque chaque peuple dans son histoire est condamné à la logique. Donc c'est important qu'on puisse individuellement ou collectivement opérer une introspection afin de savoir quelle part d'abord chacun de nous avons dans l'état actuel des choses et quelle part nous avons également collectivement. Et comment est-ce que nous entendons donc repousser les manches afin de prendre le taureau par les cornes, tout en sachant que cette guerre dure depuis bientôt 60 ans et qu'elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle opère comme une queue. La tête se trouve en Occident et plus particulièrement en France. Et les tentacules sont donc en Afrique, représentés naturellement par ceux qui prétendent incarner la souveraineté de leur monde. Donc sans plus tarder, je vais passer la main à Maître Agaré, de sorte qu'il puisse également nous exposer ce qu'il a préparé, et puis au terme donc, de son allocution, nous pourrions aller vers le jeu naturel des questions et réponses afin de rendre le débat politique. Merci beaucoup, camarades modérateurs. Je vais essayer de faire simple. Comment dénouer la crise politique togolaise et parvenir à la gouvernance démocratique? J'avoue que si on avait eu le compte à cette question, je crois qu'on se le trouvera pas ici. Et donc, je vais essayer de faire simple pour que chacun apporte sa contribution dans le débat. Je vais essayer de passer à la définition de quelques concepts, à savoir l'alternance politique démocratique, et qui se produit lorsque des partis appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir. En principe, cela se concrétise par des élections transparentes, et ça peut être des élections législatives ou des élections présidentielles pour faire renverser la majorité. Et donc il est important à ce niveau de faire une précision que ce qui s'est passé en 2005 n'est pas constitutif de l'alternance démocratique. Le passage de Fort Eyadema Gnassingbé à Fort Gnassingbé n'est pas une alternance politique en 2005. Ça c'est très important de le noter et tout le monde le sait. Et le passage du régime RPT à UNIR n'est pas en réalité un changement de parti, parce que c'est les mêmes personnes et c'est les mêmes méthodes qui sont passées du régime RPT au régime UNIR. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'appellation RPT UNIR est une appellation qui est d'actualité. Alors, les facteurs explicatifs du défaut d'alternance. Ces facteurs sont essentiellement d'ordre institutionnel et traduisent la volonté réelle du régime RPT UNIR à s'opposer, et par tous les moyens, à toute idée de changement. Et lorsque nous parlons de cette volonté de mater toute idée de changement, nous avons à l'idée des affaires des incendies criminels des marchés de Lomé et de Kara, où le régime a le courage d'incendier les marchés, là où qui constituent les sources de revenus de nos mamans, à partir d'où nos mamans ont pu élever leur prospérité. Le régime a eu
cette ingéniosité funeste et criminelle d'incendier ces marchés juste pour décapiter les responsables du collectif Togo. Rappelez-vous, à la suite de ces incendies, les responsables des organisations membres de la société civile et des partis politiques ont été arrêtés et qui jetés en prison, qui placés sous contrôle judiciaire. Et l'affaire Pachanga Simbe et Pascal Boudouna aussi sont des affaires qui évoquent l'idée qu'au sein même du régime, ceux qui ont des idées un peu progressistes pour penser à un changement, à un transfèrement du pouvoir, sont embâillés et puis sont mis en disgrâce. Nous avons appris au fin fond du dossier Boudouna que écoute, sa loi, la loi qu'on a votée en 2011, qui permet les manifestations pacifiques publiques, c'est ça en réalité qui est sous cette affaire, au lieu de nous parler d'une escroquerie internationale qui, en fin de compte, n'a pas eu raison de citer. Et donc, la justice et l'armée, quand je parle des facteurs d'ordre institutionnel, je dis que la justice donc, et l'armée, qui sont des institutions, sont en réalité les véritables fossoyeurs des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie au Togo. Et personne ne peut le démentir. Alors lorsque nous prenons la justice togolaise est utilisée par le pouvoir RPP-UNI comme une arme politique pour embâtiller les responsables politiques de l'opposition et les militants et leurs militants, les organes de contre-pouvoir, nous savons la presse, les médias, les journalistes, les responsables de la société civile, l'affaire Mougué qui est encore faite dans nos mémoires, ou simplement des gens en une organisation, les militants sont allés pour distribuer de l'eau, et puis au cours d'une manifestation, et on les a arrêtés. Ils ont passé près de 2 ans en détention avant de sortir. Et à travers en fait, ce dossier, le régime a fait passer un message pour dire, mais écoutez, responsables de la société civile, vous pouvez défendre les droits de l'homme, c'est vrai, mais attention, quand vous lorgnez notre pouvoir, eh bien c'est un enseignement. Et je crois qu'à partir de ce jour, à partir de ce moment, il y a eu un certain découragement au niveau des organisations de la société civile pour un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris. Et il y a les emprisonnements, les placements sous contrôle judiciaire pour réduire au silence. Et au même moment, cette justice qui embâtit les responsables politiques, elle n'est pas capable de traquer les auteurs d'actes de torture, des crimes de sang, les auteurs de détournement des deniers publics, les miliciens. Et cette affaire de miliciens, je crois quand même qu'elle a attiré l'attention de nous tous, où aux côtés en 2012, en 2017 plutôt, aux côtés des forces armées, on a vu les personnes qui sont sorties dans les rues, armées de cordelets, donc d'armes blanches, et qui s'en prenaient aux manifestants. Mais avec la complicité des forces de l'ordre, parce que c'était sous le regard des forces de l'ordre que cela se faisait. Et à l'époque, le chef de l'État lui-même, dans une interview qu'il a accordée dans les colonnes du magazine Jeune Afrique, a reconnu l'existence de ces miliciens en parlant de groupes d'autodéfense. Et donc, je conclurai un peu au niveau de la justice pour dire qu'au regard de l'expérience personnelle vécue, la justice togolaise reste un véritable cimetière des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un véritable frein à l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Et ça, il est très difficile de la lever de la tête des Togolais aujourd'hui. Le rôle négatif que la justice a joué dans l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Parce que si vous allez aujourd'hui dans nos prisons, bon, mais tout le monde vient de le dire à satiété, on a plus d'une centaine de détenus politiques. Et c'est des gens qui répondent clairement et effectivement dans la définition
réservé par, je crois même, la résolution de l'Union européenne ou des Nations Unies, la définition que les Nations Unies ont fait d'être prisonniers politiques. Alors, je viens par rapport au second facteur. Les forces armées togolaises. Nous avons vu un peu l'intervention, l'émission des forces armées togolaises dans le jeu politique togolais. Il est clair que les forces armées togolaises ne sont pas une armée républicaine. Ça, on le dit, eux-mêmes, ils le savent. Ils ne peuvent pas le nier. Nous avons vu comment l'armée, en 2005, nous avons vu comment l'armée, au mépris de la Constitution, a cautionné l'installation de la dynastie au Togo. La Constitution était claire que lors de la vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, à l'époque à son nom, Fambari Nakamba, a été bien gardé au Bénin. Son avion avait été interdit d'affaires au Togo. Et on a fait les allégeances à Fambari qui a accédé au pouvoir. Et donc, cette armée, non seulement a posé ce taxe anti-républicain, anti-démocratique en 2005, mais nous voyons comment l'armée réprime les manifestations. Et les fortes répressions, nous les avons connues en 2005 d'abord, où les Nations Unies ont conclu à plus de 500 morts. La Ligue togolaise des droits de l'homme avait conclu à 910 morts. Et les manifestations de 2012 du collectif Souvent le Togo, et ensuite les manifestations du Parti national panafricain PNP en 2017, et ensuite les manifestations de la C14. Et donc, nous avons vu aussi la sortie d'un chef d'état-major, le général Katanga, qui était chef d'état-major à l'époque, qui était sorti. La vidéo est là, je pense que nous avons vu circuler cette vidéo, et ça n'a attiré l'attention de personne. Le gouvernement n'a pas communiqué sur ce sujet. Le ministre de la Sécurité a voulu le protéger le matin en faisant circuler que, écoutez, il était en voyage, mais c'était sans savoir que cette vidéo allait circuler. Et c'est quand cette vidéo a commencé par circuler qu'on a donné une autre version de ce que, non, mais écoutez, les faits étaient quoi et qu'il était allé pour observer un peu ce qui se passait sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a vu à bord de sa voiture de commandement, on l'a vu sortir une arme. Et cela a coïncidé avec la mort d'un jeune mécanicien. Et si vous suivez bien cette vidéo vers la fin, vous allez entendre, je crois que je connais bien ces personnes-là sans les nommer, deux activistes des droits de l'homme qui étaient sur le terrain. Ils se disaient, oh, Tchale, oh la Damouya. Si vous suivez bien cette vidéo vers la fin, et effectivement, il a tiré, ça coïncidait avec la mort de ce jeune homme. Mais aujourd'hui, rien. Alors, sur la répression militaire, je crois qu'en 2005, les Nations Unies avaient déjà fait le constat par rapport à la question de la répression. Et le rapport onusien avait relevé que la persistance d'une culture de violence et de violation des droits de l'homme était le fondement de la pérennité du pouvoir du président Gnassingbé. Ça, c'était à son époque, c'est clair, et constitue une dimension importante des violations des droits de l'homme sous le règne et un facteur explicatif de la montée de la violence après son décès. Les mécanismes opératoires de cette culture sont d'une part le silence sur la réalité des actes et les pratiques de terreur, de répression, et d'autre part l'impunité totale pour leurs responsables, commanditaires et exécutants. La restauration et la promotion des droits de l'homme au Togo passe par l'éradication de ces mécanismes. Et donc, le mécanisme de la répression était sous le régime RPT et a été reconduit après 2005. Pour moi, il n'y a vraiment pas de changement en matière de répression des manifestations ou bien du peuple par l'armée. Et donc,
Quand la question du terrorisme s'est posée, l'armée a appelé les citoyens à la collaboration. Mais je crois que le problème était complexe que ça. Une population qui sort pour exiger les réformes, pour exiger les conditions de vie, les meilleures conditions de vie et de travail. Mais que vous réprimez, mais maintenant que tout le Togo est face à un danger, vous appelez cette population-là maintenant pour vous dire écoutez, venez, soyez à nos côtés pour qu'on puisse combattre l'ennemi commun. C'est vrai que c'est l'ennemi commun. Je crois qu'il y a une question, un développement parallèle qui a été fait aujourd'hui tout à l'heure dans le développement des amis à l'Irak. On a posé la question de savoir, mais entre l'armée togolaise et aujourd'hui le djihadisme, la question se pose, qui constitue la vraie terreur et qui le problème togolais. C'est ça, qui est le vrai terroriste. C'est ça. C'est une réalité qu'il faut faire ressortir. Donc, 2 minutes, d'accord, je vais essayer d'avoir ça. Mais néanmoins, il faut quand même poser le problème de l'alternance. On ne peut pas rester sur cela et il faut évoluer, passer à une transition démocratique et nécessairement arriver à une alternance. Et pour cela, il faut s'unir. Et pour cette unité, il faut nécessairement interpeller des acteurs. D'abord les partis politiques et la société. Au niveau des partis politiques, si vous permettez, nous allons vivre ensemble. Je voudrais caricaturer un peu les partis politiques ouverts sur la question du leadership. Pas une petite vidéo qui dure seulement 30 secondes. Sur le technicien. Juste une petite vidéo qui dure 30 secondes. 30 secondes. Alors, il n'y a pas de volume, mais en fait, cette vidéo fait une caricature, enfin, 3 personnes qui se baladent et qui pensent qu'ils peuvent ramasser 1 million. Et l'autre dit, si nous ramassons le million, moi je prends 500 000. Et l'autre dit, alors si vous prenez 500 000, nous pourrons nous partager 250 000, 250 000. Alors, il commence par se tenir la colle à celui qui dit je vais prendre 500 000. Et en fait, on se pose la question de savoir où sont les millions à propos desquels vous querellez. Alors que le million n'est pas encore retrouvé, alors il commence par se quereller. Donc ce qui veut dire que ce à quoi on a assisté un peu, c'est un peu cette querelle de leadership où on combat un système, mais quand vient le moment d'affranchir et de pouvoir accéder au trône, on se dit, mais voilà, si c'est pas moi, eh bien, je crois que ça ne peut pas passer. Et donc, je crois que les partis politiques doivent vraiment s'unir dans une dynamique et en faisant fi de leur intérêt, leur calcul politicien. Et il en est de même pour la société civile, les responsables de la société civile, qui doivent être objectifs dans leur analyse. Je crois que cette occasion a été manquée en 2020, ça il faut le dire. Mais aujourd'hui, pour conclure, on a quand même des atouts majeurs. Le pouvoir, en fait, tout le monde est fatigué. Il y a des frustrations et il y a un laxisme. Et aujourd'hui, le pouvoir semble naviguer à vue. Et donc, pour moi, je crois quand même qu'on doit saisir cette opportunité pour affaiblir le régime au plan interne et au plan international. Et donc, l'alternance politique doit nécessairement faire droit de citer au Togo parce que c'est le point d'achèvement de tout processus démocratique. Au Togo, ce processus a été avancé depuis les années 90 et
il faut nécessairement y parvenir comme il l'a dit. Et tout cela dépendra effectivement des acteurs que je venais de citer, les partis politiques, les organisations de la société civile, de la diaspora, dans le pays de Togo. Et je crois que je vais m'arrêter là pour que les débats soient ouverts et ne pas autour des débats. On pourra échanger des débats. Merci. Merci, Maître Garé, pour son allocution qui, naturellement, nous a rappelé les conditions qui datent d'hier, plus précisément au temps du Père, et qui se perpétuent, s'accentuent au temps du Fils, et en l'occurrence la justice, qui, au fond, demeure une arme politique, un bras politique qui consiste donc à embastiller quiconque ose dire le contraire ou ose apporter une contradiction. Et également, tu dois encore si n'est pas tout retenu, mais il me semble que tu as évoqué également la présence des forces armées togolaises au-delà des casernes, c'est-à-dire dans les administrations d'État et la bataille, donc, qui est l'œuvre d'une milice, précisément appelée autodéfense, les forces d'autodéfense, avant d'aboutir au fait qu'il y a deux acteurs qui jalonnent les forces démocratiques, à savoir les partis politiques d'une part, et d'autre part, donc, les organisations de la société civile dont fait partie la diaspora et en particulier Audi Togo. Donc nous allons à présent ouvrir le jeu des questions-réponses, de sorte que nos intervenants puissent apporter réponse à celle-ci. Merci beaucoup, Kofi. Merci au Joaquin Seymour à merci également à Mme Raphaël Pantadari. Vous êtes toujours en direct avec nous sur Fest Info TV. Et vous qui, de très loin, participez à cette Assemblée générale du Covid pour coalition de la diaspora togolaise, eh bien, vous avez suivi profondément la vraie problématique du Togo, la violence que nous avons la ministre également, on est vous pouvez laisser directement vos questions, vos commentaires, et j'espère que nous allons les transmettre au responsable du Togo. Mais à présent, on peut aussi vous laisser suivre l'ambiance même ici à Freiburg, où la région jusqu'à aussi demain dimanche. Merci pour la visite sur Facebook TV, et merci encore à l'assistance ici, en toute résidence. Merci beaucoup au doyen Sylvain pour la souverain. Ce n'est pas évident. Depuis 4 heures du matin, il est toujours là. Il a donné le temps encore le courage à toute la jeunesse, surtout de s'impliquer dans ce combat démocratique. Merci à vous. Bon, voilà, il y a déjà Théo qui souhaite poser des questions. Merci, modérateur. Merci au doyen Dessous pour ses propos, sa pleine de sagesse métaphorique. Il a utilisé des mots qui nous ont éclairés, qui nous ont touchés. Merci également pour l'éloquence du grand créateur de Cambérien. D'abord, un premier point, on va dire d'explication par rapport à l'observation linéaire du doyen Dessous, qui est étonné que une organisation comme Vidéo ne rassemble pas au moins une centaine de participants. Alors, il y a une prise, il y a un effet qu'on ne voit pas ici. En réalité, dans cette salle, vous avez un concentré. Parce que les gens sont venus du Canada, quelques-uns de Suisse, quelques-uns de France, mais il y a dans les associations qui composent Togo, des associations qui à elles seules
dans leur écosystème peuvent rassembler 150 à 200 personnes. L'organisation des lois du gouvernement, quand elle fait des manifestations, rassemble 150 à 200 personnes. Donc ici, c'est un consensus. Ceci étant, je reconnais qu'on aurait pu être un peu plus nombreux ici parce qu'on nous a dit qu'à Freiburg même, il y a une communauté secondaire qui est assez importante et qui n'a pas été mobilisée. Alors, ma question s'adresse au doyen Moussou. Votre exposé est réaliste, mais par certains aspects un peu pessimiste. On a l'impression que nous, les Congolais, nous sommes condamnés à vivre sous le joug de ceux qui nous ont déclaré cette guerre il y a une soixantaine d'années. Pensez-vous, doyen Moussou, que nous pouvons gagner cette guerre un jour et à quelles conditions? C'est ma question. Une autre question, on va essayer de prendre au moins 3 de sorte à intéressant. Merci. Moi, je voulais aller pour une discussion parce que vous avez l'air d'intervenant. Nous avons constaté que les deux intervenants ont deux visions d'analyse de la situation du Congo et ont deux visions aussi de la solution qui doit être portée qui doit être adoptée pour sortir de la crise. Et cette discussion-là écoute bien les points de vue qui comprend au fond de la société congolaise. Wichtig ist vor allem das 28 Original Checker Namen aus Chicago auf der CD zu finden sind. Zum Beispiel auch Yukon Judgeable bei Inscover Cautious und nicht nach seinem Umschlag beurteilen, eine von den ganz wichtigen Aufgaben Saints vom Bau die Drehung der tolle Band, die gespielt das Ganze. Es gibt eine Biografie zu jedem einzelnen Titel, kann nachlesen, wo man dort gespielt hat. Das fast 40 Büchlein, wo man über die Biografie und dem Leben von Bob Dylan kann lesen, wie immer bei Family Records sehr liebevoll gemacht. Das wird übrigens unser nächstes Album von der Woche sein, im Rock'n'Roll Train in der übernächsten Woche. Du hörst den Rock'n'Roll Special. Bonjour, je voudrais aussi à mon tour remercier le doyen Simon et aussi Gary pour leur brillante présentation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai écouté, mais je dois avouer que je suis resté supporter. M'a fait en ce sens que vos présentations ont été un peu en mode descriptif de la situation du Togo. Et c'est comme un malade qui a une maladie. Vous avez décrit les symptômes. Mais au-delà des symptômes, je crois que ce qu'attend le malade, c'est la guérison. Quelles sont les solutions pour sortir le Togo, justement, de cette situation? Et ça rejoint la thématique. Quelles sont les clés pour ouvrir les portes de l'alternance? Et dans cette perspective, je crois qu'il va falloir peut-être aller vers un dépassement d'horizon, pour ne pas rester seulement dans le constat, mais dans les clés qui vont pouvoir ouvrir justement ce blocage. Et ouvrir ce blocage, cette porte-là, demande qu'on pose d'abord une grille d'analyse historique sur la situation du Togo, comment on en est arrivé là, pourquoi le président Sylvain Solitu a été tué, qui sont les personnes qui l'ont tué, et pourquoi ils ont installé dans ce Togo carré. Nous sommes en Allemagne, vous voyez alors le lien que je fais avec la situation congolaise, dans ce lien carré, et pourquoi un régime militaire de dictature a été implanté depuis 38 ans, et à la mort du père, le fils a repris, et est resté dans la même situation aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer. Ça va continuer tant que nous ne changeons pas de paradigme. Et quand nous pensons que nous allons toujours avec les outils démocratiques, élections, marches et tout ça,
faire une lutte contre une dictature implacable qui n'est pas prêt à changer de braquet, eh bien, il y a un problème. Je crois que je voudrais demander alors aux panélistes, de par votre expérience, votre culture, de peut-être aller plus loin dans l'analyse pour nous présenter une perspective qui nous permet justement non seulement de changer de paradigme, ça fait 30 ans de lutte que nous faisons la même chose, mais aussi la nature de ce régime, quels sont les moyens efficaces, conséquents que nous pouvons utiliser pour faire ouvrir cette porte. C'est un peu ça mon intervention. Je vous remercie. Alors, on va d'abord laisser les questions, mais avant ça, deux questions. La première, les questions, il faudrait s'introduire en même temps aussi, en l'occurrence 1 minute dans max, afin qu'on puisse balayer l'ensemble des questions et aller dîner ce que les gens peuvent. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense que dans la tête est là, je laisserai le doyen répondre aux questions. Sur la première, qui parle de décennie et l'autre d'organisme, avant d'aboutir sur la perspective, le doyen disait tout à l'heure qu'il n'a pas, par rapport à la question, qu'il n'a pas aujourd'hui les outils nécessaires pour apporter une réponse à cette perspective-là qu'il faut définir. Et donc, sur le reste, je me laisse Eric et même Adjaré apporter la réponse qu'ils ont. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je réponds tout de suite à Théo qui a posé la question de savoir si nous pouvons gagner cette guerre. Il faut d'abord prendre conscience qu'il s'agit d'une guerre. Il faut d'abord savoir que ces gens qui sont arrivés au pouvoir par un moyen de violence, il y a un autre mot dans le sang, et qui sont prêts à conserver le pouvoir en achetant des marchés à leurs miliciens, en bombardant les populations. Ces gens qui sont prêts à enlever, pas arrêter, enlever et jeter en prison quiconque les inquiète. Nous avons les exemples les plus récents en la personne de Jean-Paul Omolou, le journaliste Eda. Ils sont en guerre et il faut que nous donnions conscience qu'ils sont en guerre. Quelqu'un a cité un proverbe, Pierre au feu général Tidjani, qui dit ce n'est pas le chasseur que la perdrix, ce n'est pas contre le chasseur que la perdrix en a, mais c'est contre celui qui l'a signalé et a dit voilà, la perdrix, voilà. Bon. Ces gens généraux, ces gens colonels, ces gens caporaux, quand ils sont sur le champ de bataille. En matière de terrorisme, moi je les ai vus
depuis le 13 janvier. J'ai vécu ça de près. Ils sont en guerre. Et c'est pour ça que je prends comme j'érige au stade de métaphore la personne qui a dit à Wadjol Lomi, à Wadjol Lomi, à Wadjol mais quel est le Wadjol? Pour moi, il s'agit de prendre conscience d'abord et ensuite se dire nous pouvons gagner cette guerre. Mais il s'agit de prendre conscience d'abord que c'est nous qui sommes des victimes. Et de prendre conscience aussi que ce pouvoir est soutenu par une puissance extérieure qui a tous les moyens. Moyens médiatiques, moyens militaires, moyens économiques, moyens autant. Alors, si on nous réduit à la résignation, eh bien nous allons dire, eh bien nous ne pourrons jamais y arriver. Heureusement que nous sommes la diaspora. Et des fois il m'arrive de dire, ou bien des fois les miens me disent, ce que tu écris là, si tu étais à Lomé, on t'aurait tué. On t'aurait mis en prison. Mais au moins, nous sommes dans la diaspora et nous pouvons de loin faire quelque chose. Et c'est en ce sens-là que j'ai dit que je regrette qu'au Togo ne réunisse pas plus de gens que ça. Que si on veut gagner, il faut être nombreux et il faut être ensemble et il faut être unis. Alors, oui. Les réponses aussi, parallèlement, il faut qu'on essaie d'écouter. C'est vrai, on a beaucoup à dire, malheureusement le temps nous presse. Donc on termine le lot de questions et puis D'accord. Et moi aussi, essayer de... Donc moi je crois que cette guerre, mais on la gagnera. Enfin, moi je crois que nous tous nous y croyons. Et je suis sûr que ce qui est suicidaire, c'est la résignation. Si on se résigne, c'est vraiment suicidaire. Et je crois que cette guerre, on va la gagner. Mais maintenant, à quelles conditions? Je crois qu'aujourd'hui, au regard du contexte, il est clair qu'il faut nécessairement fédérer les forces. Il faut fédérer les forces. Et il faut une dynamique militaire, des gens qui sont vraiment volontaires et qui mettent, qui ont une fibre patriotique, mais qui mettent l'intérêt général au devant. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on sait que c'est le Togo d'abord, mais ce n'est pas le pouvoir en réalité pour le pouvoir, à partir de ce moment, quel que soit l'électoral qui existe entre nous, ok, mais mettons de côté l'ennemi commun d'abord, et après on va en discuter. Et donc je crois qu'il faut cette vision, il faut cette dynamique militaire, il faut un programme autour duquel cette dynamique militaire se réunit, et à partir de là, ayant le Togo comme le seul objectif, je crois qu'on y arrive à cette condition. Parce qu'en réalité, le plus fort n'est jamais assez fort. Le plus fort n'est jamais assez fort. Et aucun régime n'a gagné dans l'histoire des peuples
aucun régime n'a gagné une guerre contre sa population. C'est vrai que c'est dur, mais en fin de compte, bon, on arrive quand même en bout des dictatures. Ça, c'est clair. Bon. Et maintenant, est-ce que par les conditions démocratiques, on peut parvenir au pouvoir? Bon, mais les seules conditions démocratiques, on connaît les élections. Mais il y a aussi, les révolutions font partie de la lutte des peuples pour la permanence. Je crois que quelqu'un disait, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Ça, c'est. Quand vous étouffez, on y arrivera un jour. Et je crois quand même que, bon, on t'en verra nécessairement. C'est ça. On ne peut pas embrigader un peuple comme ça, tout le temps la servir, juste pour des intérêts personnels. Moi, j'y crois, mais à condition qu'il y ait le patriotisme, la dynamique, la fédération des forces volontaristes. Voilà.